Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Le métaverse, un mot que l'on entend de plus en plus, que l'on ne comprend pas toujours et qui décrit les univers parallèles aux nôtres qui naissent dans le monde virtuel. Alors de quoi s'agit-il vraiment? Existe-t-il un seul ou plusieurs métavers? Et y avons-nous tous une place? S'agit-il d'une réalité en devenir ou au fond d'un fantasme qui va finir tôt ou tard par se dissiper? Et pour finir, qui dit nouveau monde implique aussi un nouveau savoir-vivre ensemble. Alors à quoi devons-nous nous attendre? À l'anarchie virtuelle ou à un ordre pixelisé? Regardez ce reportage d'Alain Hugui, on en parle juste après. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Oasis, le métavers imaginé par le cinéaste Steven Spielberg dans son film Ready Player One, raconte un futur qui n'est peut-être pas si lointain. Ce type de cyberespace pourrait trouver son origine dans les jeux vidéo. Thomas Croza est un artiste numérique. On pense à tous les côtés, hein. Il a passé plus de 10 ans comme senior artiste 3D dans plusieurs sociétés de création de jeux en Angleterre. Aujourd'hui, il transmet son savoir aux élèves d'une école d'art en Valais. Il enseigne la création d'univers tridimensionnels. La première fois que le mot même métavers a été créé, c'est dans Snow Crash, un livre de 1992, qui est un roman de science-fiction type cyberpunk, où là, voilà, le héros se connecte au métavers, ça veut dire se connecte à cet environnement virtuel, il va pouvoir faire des choses. Très vite, on s'est dit, Internet, finalement, ça va pas être juste ce qu'on a maintenant, ça va être carrément un monde dans lequel on va pouvoir faire vraiment plein de choses, quoi. Et on va pouvoir s'immerger, avoir une identité, avoir une vie carrément sur Internet. En 1997 naît Second World, ou Deuxième Monde, considéré par beaucoup comme le tout premier métavers, avec avatar en temps réel, dans un univers constant. Beaucoup plus réel, l'espace Abraxas, conçu par le célèbre architecte Ricardo Bofill. Cet ensemble immobilier est connu pour ses apparitions au cinéma, notamment dans les images de Terry Gilliam dans le film Brazil. C'est ici qu'habite Yan Min, spécialiste du cyberespace et des métavers. Je suis un artiste cyberpunk no-naute. C'est-à-dire, le no, c'est la spiritualité, en grec ancien, et on peut l'étendre dans une pensée cybernétique, c'est-à-dire une relation métaphysique au monde, à la fois de la sphère informationnelle et de la spiritualité. Pour s'immerger dans les cyberespaces, parfois jusqu'à 18 heures d'affilée, Yann a imaginé un nooscaf. Il s'y installe, comme un pilote s'installe dans son cockpit. À l'intérieur, rien ne manque pour entrer en immersion. Écran multiple pour des images subdivisées, souris 3D et tablettes graphiques, amplification sonore et casque de réalité virtuelle. Sur sa tête, 2 antennes s'activent au rythme des flux microélectriques liés à l'activité de son cerveau. C'est le paradoxe qu'on vit actuellement. On dit « Ah oui, mais on perd la relation au corps ». Non, c'est le contraire. On est en train de faire rentrer le corps dans les univers dématérialisés, dans l'immatérialité du cyberespace. Des outils sont en phase de création pour renforcer une immersion corporelle dans le monde virtuel. À l'exemple des habits connectés du géant Google qui imagine déjà, dans le cadre de son projet Jacquard, du nom de l'inventeur français du métier à tisser, des vêtements qui pourront interagir avec d'autres systèmes connectés. Mais l'outil de base pour une connexion immersive probante, c'est le casque VR, comme Virtual Reality, réalité virtuelle. Ce que font les casques de réalité virtuelle, c'est qu'ils synchronisent le système vestibulaire avec la vision. Quand vous regardez un jeu vidéo traditionnel, votre corps ne bouge pas. Donc ce que vous voyez, très vite, le subconscient sait que ce que vous voyez est une simulation. Lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous synchronisez le système vestibulaire qui est le système de l'équilibre.
Donc, lorsque vous regardez dans le monde virtuel en bougeant la tête, vous faites rentrer le subconscient dans la boucle de commande, via le corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour votre conscient, vous savez très très bien que vous êtes dans un monde virtuel, une simulation, mais pour le subconscient, il le perçoit comme vrai. Cette technologie est rendue possible par les progrès fulgurants réalisés dans les flux toujours plus rapides de l'Internet, qui permettront demain d'entrer dans le web version 3.0. Là, on est actuellement dans le web 2, donc c'est le web des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on scrolle dans le temps un fil d'actualité. Et demain, avec le web 3, on va pouvoir scroller dans un espace. Et pour exister dans les différents métavers du web 3.0, il faut premièrement créer son avatar. Aujourd'hui, les outils numériques se connectent et collaborent. Ainsi, avec son smartphone, il devient possible d'interagir avec un être virtuel. Ce concept permet à ce moi virtuel de naviguer dans le cyberespace. Encore, faut-il y trouver du monde pour interagir. Si on imagine un univers qui veut faire la taille de la Terre, par exemple, même si on a 10 millions de joueurs dedans, l'espace va être très très vide. Donc pour le remplir, pour l'animer et on va dire le complexifier, on peut mettre des centaines, des milliers, en l'occurrence des millions d'avatars qui vont avoir chacun une personnalité, une manière de réagir et vont pouvoir évoluer en fonction des interactions qu'ils ont avec les joueurs. Derrière un avatar se trouve donc un robot ou un humain. Pour l'humain, quelle est alors l'étendue des activités possibles ? Mon personnage va augmenter ou va s'améliorer en fonction de ce que je fais. Donc il faut que je fasse des choses. Il faut quand même que j'aille avoir la monnaie locale pour pouvoir m'acheter du matériel, pour pouvoir améliorer mon apparence. Un marché financier au potentiel gigantesque prospère aujourd'hui dans le cyberespace. Il est rendu possible par la création de crypto-monnaies. Ces devises sont sécurisées dans la blockchain, une sorte de grand livre des comptes, divisé en blocs d'informations et totalement décentralisé. Prenons un exemple. Sandbox est un métavers très en vogue actuellement et dans lequel le rappeur Snoop Dogg affiche une présence apparemment très lucrative. Imaginons l'achat d'un élément graphique digital, un NFT dans le jargon, à l'effigie de la star du rap. Il vous en coûtera plus de 3 000 $ américains. Ce type d'opération en ligne, valable pour tout achat d'éléments visuels 3D dans l'univers virtuel, représente une source de profit gigantesque. On reprend les codes de l'humain réel qui va s'acheter une montre, une casquette, qui va avoir telle paire de baskets et pas une autre, et parce qu'il souhaite se présenter aux autres comme ça. Et si le graphisme un peu puéril de Sandbox ne vous convient pas, il faut savoir que nombre de créatifs actifs dans le cinéma et les effets spéciaux imaginent déjà des métavers pour les grandes marques de luxe. Le potentiel, il est infini, c'est-à-dire que je peux créer aussi bien un monde qui va avoir un écho à quelque chose que je connais et redesigner le réel pour me retrouver dans un salon, une pièce, une plage, peu importe. Ou alors inventer quelque chose de complètement surréaliste sur une autre planète avec des maisons qui n'auraient pas la forme de nos maisons, mais qui auraient une cohérence dans ce monde-là. Sur le côté écriture, en fait, c'est sans fin, j'ai envie de dire. Mais les multiples facettes du monde virtuel ne s'arrêtent pas au commerce immersif ou aux divertissements digitaux. Mark Zuckerberg, patron du réseau social Facebook, qui, avec Instagram et WhatsApp notamment, forme aujourd'hui le groupe Meta, imagine déjà votre avenir. Un logement dans l'Internet, pour vos loisirs par exemple. Et concernant le travail, plus besoin de se déplacer. À l'aide de lunettes immersives, c'est tout le bureau qui vient à vous. Aujourd'hui, les portes des métavers semblent s'ouvrir pour tous. La société MetaHero a même conçu une machine de plus de 7 mètres de haut, équipée de 200 caméras à grand capteur pour réaliser, en quelques minutes, votre double numérique en haute résolution. Au final, les promesses du cybermonde repoussent toutes les limites de notre perception du monde réel. Une entrée dans les métavers vous promet une seconde vie, idéale comme un nouveau pays de cocagne virtuel. Un rêve pour les uns, un cauchemar pour les autres. Il y a quelques jours, un homme a déboursé une vraie fortune pour acheter cette villa derrière moi, juste pour devenir le voisin virtuel d'une célébrité. Des exemples comme ça, il y en a plein.
Comme ce yacht juste ici. Une personne a payé 650 000 $ pour se l'offrir. 650 000 $ pour quelques pixels. Vous imaginez ça, vous? Je m'appelle Will. Je suis la première personne sans abri du métaverse. Bonjour Anthony Mazur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Vous y êtes responsable de la recherche et vous êtes spécialisé dans les technologies numériques. Alors on vient de voir ce reportage qui nous a appris beaucoup de choses sur le métavers. Mais si on revient vers l'origine du mot et ce préfixe grec méta qui veut dire à côté, au-delà, un préfixe qui est accolé au mot univers, est-ce que ça veut dire, Anthony Mazur, qu'aujourd'hui, le métavers, c'est un univers parallèle au nôtre qui existe dans le monde virtuel? C'est juste ça? C'est un peu plus compliqué. Je pense que ça a été un peu, votre reportage a été très bien fait et montre qu'en fait, on est encore dans une phase de transition où d'un côté, on essaie de répliquer les codes du monde tangible. On va refaire des univers 3D qui ressemblent à nos villes, nos bureaux. Je pense que la vidéo de Meta était assez intéressante de ce point de vue-là. Finalement, est-ce que ça a un intérêt de dupliquer tout votre bureau ringard de l'RTS dans ces univers et en même temps, vous avez aussi montré des artistes et des créatifs dans ce reportage qui essaient justement d'explorer au-delà des limites et de créer des univers sans gravité, avec d'autres textures, etc. Donc je pense que c'est un peu les deux, mais le préfixe méta au-delà, je pense, invite à s'affranchir de ça. Il y a un ou plusieurs métavers? Il y en aura forcément plusieurs. Je pense que dans la promesse de Neil Stephenson, dans Snow Crash, il y avait l'idée que le métavers soit unique, ce livre de science-fiction où ce mot apparaît en premier. Mais de fait, les règles du capitalisme font que ce ne sera pas aussi simple et que du coup, les grands acteurs du numérique sont déjà en ordre de bataille pour prendre ses positions, et dans le même temps, des artistes et créatifs et marques génèrent ou travaillent sur des choses plus alternatives. Bonjour Florian Ducommun. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Alors vous êtes avocat, responsable des technologies avancées dans l'étude Bonnard-Lawson, une étude rolloise, et vous êtes aussi un entrepreneur du métavers. Vous êtes sur le point de lancer votre propre métavers. On va en reparler, mais d'abord, dites-nous quel est le rôle, ou quel peut être le rôle d'un avocat dans ce métavers? On l'a vu, ce sont des nouveaux univers qu'on crée. Quand on dit nouvelle zone, on parle souvent de zones de non-droit dans le virtuel. Donc forcément qu'il faut poser certaines règles de vie ensemble, certaines règles de gouvernance également, parce que aujourd'hui tout est à écrire. Donc il y a d'abord un peu de conseils, de rédaction, de constitution. Quand on parle d'états digitaux, il faut créer les règles qui vont s'y appliquer. Il y a des règles qui vont s'appliquer aussi aux ventes de NFT, aux ventes de terrain sur ces métavers. Et puis, évidemment, on l'a vu, c'est toujours lié à des blockchains qui sont l'architecture véritable de ces univers décentralisés, qui se veulent décentralisés. Et donc, forcément, il y a des aspects aussi de législation qui s'appliquent aux tokens, aux jetons numériques qu'on va croiser sur ces différents univers virtuels. C'est des règles qui sont en train d'être établies, qui vont être établies, des règles juridiques? Alors, je crois qu'on essaye de tirer les leçons de ce qu'on a vu avec le Web 2 ou avec le Web 1, où finalement la technologie était toujours plus avancée que le droit. Aujourd'hui, les métavers se développent, on en est aux prémices, et on essaye d'anticiper un petit peu ça en disant il faut rédiger des règles le plus tôt possible. A priori, pour essayer d'éviter les dérives qu'on a connues avec les réseaux sociaux, pour essayer de poser des règles de gouvernance qui sont justes et qui finalement vont permettre au plus grand nombre d'être impliqués en fait dans la gouvernance de ces réseaux, parce que c'est ça pour moi la vraie promesse. De répliquer le monde réel n'est pas en soi intéressant, mais d'améliorer le monde réel, ça, il y a une promesse là derrière. Justement, Anthony Mazur, on parle de Web 2, de ce voyage dans le temps, de pouvoir partager ses souvenirs, discuter en temps réel. Le métavers, c'est le Web 3, où le corps, comme on nous l'expliquait dans le reportage, où le corps est presque l'individu et arrive à aller dans l'espace. Quoi, véritablement, c'est révolutionnaire, ça? Peut-être on va faire un petit point d'histoire pour les auditeurs et auditrices. Donc le web a été inventé à la frontière franco-suisse dans les années 90. Et du coup, la promesse, c'est de partager
partager des contenus scientifiques, etc. Ça s'est vite révélé complexe, c'est ce qu'on appelle rétrospectivement le Web 1, ça fait que les gens, assez vite, ne faisaient que lire les choses sans y contribuer. Le Web 2, avec les médias sociaux dans les années 2000, a essayé de remédier à ça via la création de plateformes collaboratives, on connaît tous Twitter, Facebook, etc. Le problème, c'est que la création de valeur est captée par ces groupes, il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau des données personnelles, et le Web 3, du coup, a pour promesse, on verra si ça marche, de résoudre ces enjeux en, du coup, décentralisant le stockage des données et, du coup, en redonnant du pouvoir aux internautes. Et, du coup, aussi de redistribution de la valeur et que les contributions de ces personnes puissent leur rapporter, du coup, de l'argent. Et, du coup, les blockchains permettent ça et permettent aussi de résoudre potentiellement un problème que vous avez évoqué, c'est comment on passe d'un métavers à un autre. Si vous achetez un objet numérique qui fonctionne d'un univers et pas d'un autre, c'est un peu gênant. Avec ces blockchains, on pourrait potentiellement résoudre ces problèmes de compatibilité. Est-ce qu'on parle, une question pour vous deux, est-ce qu'on parle davantage de liberté dans les métavers? J'ai l'impression que vos deux discours amènent vers ce constat-là. On est à la recherche de davantage de liberté, on veut décentraliser le pouvoir. C'est de ça dont il est question, Florian Ducommun? Alors, il faut voir qu'à la base de la blockchain, on est dans une philosophie libertarienne. Donc, effectivement, à la base, on est sur une logique de plus de liberté. Mais comme c'était le cas déjà à la base du web, où on pensait que le cyberespace était un espace de liberté. Ce qui a failli. Et on appelle ça le wisdom of the crowd. C'est révélé que ça n'est pas forcément toujours juste, puisque finalement, la majorité n'a pas eu toujours raison dans le Web 2. Donc on essaye aujourd'hui d'avoir un espace de liberté, mais qui suppose justement de le réinventer avec certains garde-fous, certaines règles, certaines positionnements de vivre ensemble pour qu'on puisse faire évoluer en fait ce système-là qui s'est révélé assez peu efficace par le passé. La liberté, Anthony Mazieux? Oui, d'ailleurs, les entreprises, les gens du Web 2 se posent la question et intègrent des principes du Web 3. Donc, on a une hybridation. Sur Instagram, vous pourrez très bientôt vendre des NFT, les afficher. Twitter le permet déjà et pourrez vous loguer sur ces réseaux, non pas avec Google, Apple, etc., mais avec, du coup, votre wallet, votre portefeuille numérique décentralisé où vos données vous appartiennent. Ça, c'est intéressant à observer. Beaucoup de mots que moi, je ne comprends pas complètement entre NFT, wallet, etc. Mais juste pour faire le point, on a vu dans le reportage qu'il y a beaucoup de marques qui sont intéressées par ces métavers. On a vu qu'on peut y acheter des NFT, et la blockchain est derrière ça, le bitcoin, on peut acheter en monnaie virtuelle. Est-ce qu'au fond, le nerf de la guerre de ce métavers, c'est pas l'argent? On est dans l'univers capitaliste, donc forcément. Oui. Alors justement, c'est pas une alternative à notre monde. Alors à la base, justement, c'est très paradoxal l'univers des crypto-monnaies. À la base, Bitcoin, comme l'a rappelé une crypto-monnaie. Notre collègue, était conçu comme une alternative ou une réponse aux crises bancaires. Donc c'est vraiment libertarien, voire anarchiste, voire presque anticapitaliste. Maintenant, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, plus de 10 ans après, avec Ethereum qui s'est introduit auparavant, une autre blockchain plus tournée vers l'efficience qui a permis les NFT, ces certificats de propriété numérique, et donc qui a permis de capitaliser ce monde qui auparavant était le règne du copier-coller. Vous avez une image, elle peut circuler sur le réseau, c'était très compliqué de l'interrompre. Avec la blockchain, l'image peut toujours circuler, mais seulement une seule ou une petite partie sera signée et pourra avoir de la valeur. Et donc, c'est la question de la valeur. Et donc, c'est la question de la valeur marchande et donc de l'argent. Florian Ducommun. Mais je pense que ce qui est important de relever, c'est qu'effectivement, on passe de Internet des données, où la valeur d'Internet était basée sur les données personnelles, vers l'Internet de la valeur, où avec la blockchain et les jetons numérique, on peut créer de la valeur dans le digital. Et ça, c'est un shift, un changement qui est assez important à comprendre. Et donc, effectivement, il y a plusieurs métavers. Il y en a qui vont répliquer le e-commerce, qui vont être des magasins finalement en 3D, avec de la volumétrie pour acheter à la fois des objets digitaux, mais aussi des objets physiques, pour les visualiser en 3D et les commander sur Internet. Donc une évolution du e-commerce finalement. Puis on aura des métavers qui seront beaucoup plus, disons, fantasmagoriques, avec des choses qui vont se départir de la réalité qu'on connaît. Donc je pense qu'il y aura un peu les deux. Il y aura une partie, une réplique du capitalisme amplifiée, et puis une partie finalement plus dans le divertissement, le jeu. Et le point commun, c'est qu'on veut donner plus de pouvoir aux utilisateurs, aux joueurs, avec une décentralisation qui est basée sur la blockchain.
Oui, Anthony. Oui, si je peux rebondir. Aujourd'hui, pour les champs du jeu vidéo, c'est plus de 2 fois le cinéma et la musique réunis en termes économiques. Donc c'est considérable. Et les métavers, c'est en quelque sorte, pour simplifier, une fusion du web et des jeux vidéo. D'ailleurs, on le voit dans le reportage que vous avez montré, les profils qui sont le plus recherchés pour créer ces mondes-là sont des profils en game design. Maintenant, la valeur, est-ce qu'une valeur, c'est qu'une valeur marchande? Je ne pense pas. Si on parle de valorisation, oui. Si on parle de valuation, là, c'est autre chose. Il peut y avoir évidemment une valuation en termes d'attention, d'engagement dans ces univers, une valeur esthétique, sentimentale, relationnelle. Et venons-en là, il y a des vrais enjeux. Non, mais venons-en à la valeur spirituelle. Une question pour vous deux. Est-ce qu'on peut faire l'économie? On a parlé de gouvernance, on a parlé des implications sociales et politiques peut-être des métavers. Est-ce qu'on peut faire l'économie des valeurs spirituelles, d'un éventuel Dieu dans le métavers, Florian Ducommun? Ou de Dieu? Ou de sens, peut-être, plus généralement? Je pense plutôt de sens que de... personnellement, je ne pense pas que c'est par le digital qu'on va pouvoir infuser de la spiritualité, mais qui sait, enfin, on peut très bien imaginer qu'il y ait des représentations d'un monde spirituel, mais j'imagine que, disons, en tout cas, c'est pas dans cette intériorité qu'on va rechercher dans la spiritualité qu'on va forcément trouver ça dans le métavers, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Oui, alors déjà, le titre méta nous met sur la voie de l'au-delà. Et puis, les liens entre technologie et religion sont très profonds. Apple, c'est des grandes messes. Au-delà de la religion, c'était presque plus ma question de la quête de sens, d'y trouver. La quête de soi, maintenant, dans le reportage, d'ailleurs, il y avait cette ambiguïté. Est-ce que l'avatar est quelque chose qui nous ressemble physiquement? Non, les études montrent que les personnes vont justement créer des avatars qui ne leur ressemblent pas. Ça peut être d'autres genres, et ça peut être même au-delà du genre humain. Ça peut être des animaux, ça peut être une flaque d'eau. Et dans le roman Snow Crash, justement, l'auteur donnait l'exemple de pénis flottants. On pouvait être ce genre de choses dans le métavers. On peut incarner tout ça à la fois. Et donc, de dire qu'on va acheter des vêtements, des montres, des casquettes, pourquoi pas? Mais je pense que l'enjeu, il est au-delà de ça. Mais ça pousse quand même à se poser des questions métaphysiques. Qui est-il, cet autre soi? Qui sommes-nous? Malgré tout, c'est des questions fondamentales, hein, Anthony Mazur. Oui, on se réinvente dans ces mondes. On peut être justement autre chose que dans le monde dit tangible. Il y a un espace d'exploration phénoménal, mais aussi des risques. Par exemple, il y a des cas de harcèlement, d'agression sexuelle dans ces univers. Et finalement, les dangers, les problèmes sociaux du monde dit réel ressurgissent assez vite. Et c'est du coup tout de suite des questions très importantes pour les juristes et avocats. Je vous propose qu'on regarde une autre implication potentielle du métavers en faisant un petit détour par l'EPFL. L'évolution exponentielle des possibilités offertes par le cyberespace pourrait-il un jour permettre un archivage de notre patrimoine? À l'EPFL, la professeure Sarah Kenderdine et son équipe travaillent à la numérisation à l'aide de lasers, d'œuvres d'art et de sites d'architecture d'importance. Un travail de conservation qui pourrait un jour, peut-être, trouver place dans les métaverses. L'idée de créer une réplique online de notre monde existe depuis la création d'Internet. Il serait donc possible de réunir des répliques numériques pour sauver cet héritage dans le métavers. Je pense que le défi auquel nous faisons face avec le métavers, c'est son association avec le capitalisme tardif et ses enjeux commerciaux. Les aspects les plus créatifs sont encore à venir. Nous devons trouver de nouvelles façons d'interagir avec de nouveaux flux de données et pas seulement avec des répliques de ce que nous connaissons déjà. Florian Ducommun, une réplique digitale de notre monde à des fins de conservation, est-ce que ça, c'est aussi l'un des buts de la création d'un métavers ou c'est le petit bout, regardé par le petit bout de la lorgnette? Non, effectivement, je pense qu'on a aussi, avec cette technologie volumétrique, la possibilité de conserver de manière digitale des œuvres d'art, mais aussi de digitaliser des artistes. J'ai un client qui a digitalisé un pianiste, Philippe Entremont, pour en faire son testament holographique, finalement. Donc c'est aussi une manière de conserver un héritage. Et je pense que c'est une des promesses. Et avec les NFT, donc ces jetons qui permettent d'authentifier sur la blockchain l'objet ou la personne, on arrive à créer en fait une valeur, une rareté
Et ça, je pense que c'est aussi un des aspects qu'on va voir évoluer dans les métavers, effectivement. Cela dit, Anthony Mazur, tout semble possible dans ce ou dans ces métavers. Et pourtant, la porte d'entrée à ces métavers-là, c'est quand même quelque chose de très matériel. C'est quand même ce casque de réalité virtuelle. Donc il y a quelque chose presque d'antinomique là-dedans. Il nous faut quelque chose de dur. Il nous faut du dur, oui. Et puis, de toute façon, même le logiciel, au bout d'un moment, il est tellement interconnecté qu'il devient aussi rigide, on ne peut plus le changer. Et donc, effectivement, les métavers peuvent jouer un rôle de préservation d'objets menacés, ça c'est sûr, mais on peut aussi prendre la question à l'envers. Comment on va préserver ces mondes-là? Ce qui est aussi des enjeux d'obsolescence assez lourds. Des vieux jeux vidéo en ligne s'écroulent, on perd les créations qu'on a fait dedans. Et donc, pour les archéologistes et historiens du futur, il y aura des choses intéressantes à explorer. Maintenant, pour revenir à votre remarque sur les appareils qui permettent de se connecter, ça c'est un enjeu majeur qui crée aussi d'ailleurs un risque écologique potentiel. Si on doit tous les ans renouveler son téléphone, son laptop ou acheter un casque à 3000 francs, ça ne va pas le faire. Et donc, c'est comment on va faire coexister une expérience en temps réel avec un téléphone d'entrée de gamme, avec un casque haut de gamme, ce qu'on retrouve déjà dans le jeu vidéo sur des jeux avancés où du coup des vieux PC et des machines plus récentes peuvent jouer ensemble. Une dernière question pour vous deux. Est-ce qu'on est... Alors, je me doute de la réponse, mais est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution ou est-ce que tout ça, ça risque pas peut-être de faire juste pchit? Moi, je pense qu'on est à une convergence de plusieurs technologies, l'intelligence artificielle, le cloud computing, qui permet en fait de processer énormément de données, et puis la blockchain, qui permet l'émergence de ces nouveaux mondes. Et cette convergence, on l'a dit, le jeu vidéo et le film, voilà. Donc on est à une convergence très importante de technologies, et je pense que c'est pas juste un effet de mode. On passe d'une technologie du Web 2 vers une technologie du Web 3, et l'architecture de ce nouveau web, c'est justement la blockchain. Donc je pense qu'on est vraiment dans un nouvelle ère en fait d'Internet. Et j'imagine que, comme tout, ça va évoluer très vite. Et puis après, peut-être qu'on va voir les investissements baisser. Et puis ensuite, ça va revenir. Mais je pense qu'on est vraiment dans une technologie de base, en fait, qui va faire évoluer Internet. Un changement de paradigme, une révolution, Anthony Mazur? Bon, avec le reportage, on a vu au début une séquence du film Ready Player One. Et on peut le voir aujourd'hui comme une métaphore du Covid. Finalement, on est enfermé chez soi. Et au cœur du Covid, l'entreprise Zoom valait plus cher que les 7 compagnies aériennes principales réunies. Donc ça montre bien qu'on a clairement changé d'époque. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Ça, c'est un autre débat. Et c'est clair que les technologies blockchain sont déjà vieilles. Ça fait déjà plus de 10 ans. Il y a des applications énormes qui se multiplient. Je pense que clairement, c'est là pour rester. Maintenant, ce qu'il faudrait discuter, c'est est-ce que les promesses derrière cette technologie blockchain vont être réalisées? Est-ce que vraiment on va pouvoir résoudre ces problèmes de redistribution créés par le Web 2 ou est-ce que ça ne va pas les amplifier? La question reste encore ouverte. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.